À présent, on va se poser la question de savoir pourquoi les tests sont nécessaires. Petite parenthèse, parce que cette question est assez importante. Parce qu'il peut arriver en tant que testeur que vous arrivez dans un projet et qu'en fait, vous soyez entouré de développeurs ou d'autres protagonistes de ce projet. Et en fait, vous ressentez que vos tests et votre rôle n'est pas aussi important que ça. Je dirais même qu'il est dévalorisé et vous êtes l'ennemi du développeur. On le verra tout à l'heure dans la psychologie du test, mais c'est assez important de comprendre, mais c'est assez important de comprendre tout ça. Pourquoi c'est nécessaire de faire des tests? Pourquoi c'est nécessaire de faire des tests aujourd'hui? Parce que je pense que vous l'avez remarqué, les systèmes logiciels, c'est une part intégrante de notre existence. Des, applic- des applications commerciales aux produits de grande consommation, on retrouve des systèmes de logiciels partout. Même les voitures aujourd'hui, elles sont électriques. Tableau de bord digital, on peut démarrer la voiture en appuyant sur un bouton, etc. La porte d'entrée, on tape un code, ça s'ouvre électroniquement. On n'a plus besoin d'une clé. Donc, vous voyez que maintenant, il y a des systèmes de logiciels partout finalement. Que Qu'est-ce que c'est un logiciel? Finalement, on va voir la définition ensemble. Un logiciel, c'est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation relative au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données. Donc, finalement, on a des programmes, on a des règles, on a même parfois de la documentation qui sont relatives au fonctionnement à l'ensemble des traitements de données. Donc, on a des traitements de données et grâce à un procédé ou un programme, ces données sont traitées entre guillemets informatiquement, si vous voulez. Du coup, on peut retrouver dans des logiciels embarqués et même des logiciels de gestion, etc. En gros, si vous voulez, pour faire simple, un programme ne peut pas fonctionner sans code source, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir un ordinateur, mais si dans l'ordinateur on n'a pas de code, du coup, il ne peut pas fonctionner. Donc, on a bien un ensemble de traitements de données. Quand j'appuie sur un bouton, il y a un traitement de données qui se met en place, un code qui se lit. Il y a un ensemble de programmes. Voilà ce qui est un logiciel. On a, comme je vous ai dit, de plus en plus de logiciels. On en voit partout. Donc, s'ils ne fonctionnent pas, on a des conséquences qui sont graves et elles sont nombreuses. Déjà, il peut y avoir une perte d'argent, il peut y avoir des blessures ou même des décès. Le client n'est pas satisfait, il peut y avoir des dommages collatéraux et aussi une perte de temps. Aujourd'hui, je dois me connecter à 10 heures pour ma réunion sur mon ordinateur. Mon ordinateur ne marche pas. Du coup, je perds du temps et je rate ma réunion. Ma carte bancaire, je vais pour payer à la caisse, elle ne marche plus. On ne sait pas pourquoi. Il y a un bug. Ben du coup, je ne peux pas payer mes courses. Il faudra que je fasse autrement ou j'utilise un autre moyen de paiement. Il y avait un vol qui était prévu à 19h40 aujourd'hui. L'avion est en panne. Donc, perte d'argent. On doit rembourser les clients et remporter le vol, etc., etc. Alors, on peut vous donner des conséquences récentes d'anomalies de logiciels. On va commencer. C'était en mars 2019. Il y a eu un crash d'un Boeing 735 MAX. Le logiciel anti-décrochage défectueux. Conséquence, 150 morts. En Allemagne, janvier 2010, il y a eu à peu près 30 millions de cartes qui ont été bloquées en un jour. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu un bug, défaut du coup. Conséquence, les gens, toute la journée, ils ne pouvaient pas utiliser leurs moyens de paiement. Donc j'imagine les dégâts que ça a dû faire, surtout que ça se chiffre en millions. Ben, comme vous êtes au courant, le Covid-19, un virus qui circule, il y a des conséquences assez lourdes, j'imagine. Le tourisme, il est touché. Tous les secteurs sont touchés. Financier, monétaire, il y a une crise. Du coup, il n'y a pas de travail. On est obligé d'anticiper le télétravail. On a des tas de décès qui n'étaient pas prévus. On est obligé d'être confiné. La liste, elle est longue. Il y a des conséquences, en fait, énormes. À présent,
On va voir un petit peu les objectifs des tests. Toujours dans la nécessité de faire des tests. Il faut savoir qu'un des objectifs du test, c'est d'assurer la qualité du produit. Bon, petite parenthèse, on a plusieurs modèles pour livrer un produit de qualité, comme le CMMI. C'est un modèle qui décrit en gros qu'on assure bien la qualité d'un produit qu'on livre. Parfois, on utilise des outils, je vous passe les détails, REQM, VER, VAL. C'est des techniques mathématiques, c'est juste un exemple. Dans le CMMI, on va vérifier que le produit livré, c'est un produit de qualité. On va vérifier, par exemple, on va faire des tests de réception des livrables, des tests de livrables, des tests d'intégration dans le ou les systèmes, des tests d'acceptance des utilisateurs. Il y a toute une checklist et on peut voir si finalement la structure elle a bien un process pour livrer un produit de qualité. Autre chose, aussi il faut savoir que l'assurance qualité consiste en quoi? En la mise en œuvre des actions qui vont garantir que le produit sera de qualité, comme son nom l'indique, tout simplement. Donc, on met en place des actions pour garantir que le produit est de qualité. Il y a plusieurs types d'actions. Ça peut être des formations, analyse des causes, contrôle qualité, amélioration continue. Et ça, c'est dans une structure et dans une entreprise. En gros, de nos jours, on a des labels qualité qui certifient que le produit qu'on utilise, on mange, il y a bien eu un process derrière de qualité qui nous permet de rassurer le client final. Alors, en quoi consiste le contrôle qualité finalement? C'est tout simplement à vérifier que le produit, après fabrication, est bien de qualité. Je m'explique. On pourrait se poser la question. Le contrôle qualité, pourquoi on fait un après la fabrication du produit finalement? Les réponses sont simples. On va vérifier la qualité du produit prêt à être livré. Ça veut dire qu'on l'a fabriqué, on ne l'a pas encore livré au client, mais on va vérifier que le produit répond bien au contrôle qualité qu'on avait établi avant. Donc, on vérifie bien la qualité du produit avant qu'il soit livré. Ensuite, on a des tests et de la documentation rigoureux, permettant de réduire les risques d'occurrence des problèmes futurs. Ok. Enfin, la dernière raison du contrôle qualité, avant de livrer le produit, elle permet de détecter les causes racines du problème et de corriger pour les prochains lots. Par exemple, on a un smartphone qui est en version 1. On a gardé la documentation et les tests qu'on avait fait précédemment dans cette version. On a détecté d'où venaient les causes racines des problèmes qu'on a rencontrés. Dans la version 2, on va réutiliser cette documentation pour dire, attention, quand on va faire nos tests, n'oubliez pas qu'on a rencontré ce genre de problème. Là, voilà. Là, on va voir les 4 définitions de la défaillance. Pardon, les 3 définitions de la défaillance, du défaut et de l'erreur. La défaillance, qu'est-ce que c'est? Un événement dans lequel un composant ou un système n'exécute pas une fonction requise, dans les limites. Définition de l'ISO 24765. Je reviens, par exemple, une instruction ou définition de données incorrecte. Je reviens sur la définition de la défaillance. Je vous ai donné un exemple. On a une instruction ou des données incorrectes. Je suis sur un site internet, je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe, le code n'arrive pas à lire mon mot de passe, alors que je l'ai utilisé. La veille, alors on a bien une défaillance du système. Donc voilà, ça c'est une défaillance.
Parce que finalement, c'est un événement dans lequel le système qui a analysé mon mot de passe n'exécute pas cette fonction. Il n'arrive pas à exécuter l'information de mon mot de passe. Ensuite, un défaut, c'est quoi? C'est une imperfection ou une déficience d'un produit, d'activité lorsqu'il ne répond pas à ses exigences ou à ses spécifications. Définition ISO 24765. Un exemple de bug? Si vous voulez, un synonyme d'un défaut, ça peut être un bug ou une faute. On entend souvent parler de bug. Je vous donne un exemple, après je reviens sur la définition. Un exemple de bug ou de défaut, ça serait un défaut qui peut causer la défaillance d'un composant du système. Je vous donne un exemple plus concret. Je suis en train de regarder un film et d'un coup mon smartphone s'éteint. C'est pas parce qu'il n'a plus de batterie. Il était chargé à 100%. Là, je reviens en tant que testeur. Dans ce projet, il y a des exigences, un cahier de charge, qui dit que si j'ai 80 ou 100% de batterie, normalement, le smartphone ne s'éteint pas. Or, là, il y a eu un effet, il y a eu un défaut. Il y a eu un bug. Le smartphone s'éteint. C'est ce qui est fait. Là, on a bien une imperfection ou une déficience d'un produit d'activité. Donc, mon smartphone est là buggé. Tandis que tout à l'heure, c'était plutôt une défaillance. Il n'arrivait pas à lire le code. Mais là, on a des exigences précises qui disent que c'était marqué noir sur blanc, un minimum tant % de batterie, le smartphone continue de fonctionner. Donc là, on n'a pas répondu à l'exigence. Enfin, une erreur, ça, c'est une action humaine qui produit des résultats incorrects. Un synonyme d'erreur, ça peut être une confusion. Ça n'a rien à voir avec le code ou un système. S'il répond à un cahier de charge, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est une erreur. Elle vient de moi, de l'humain. Là, je ne parle pas en tant que testeur. Je parle en tant qu'utilisateur. Par exemple, mon téléphone n'a pas de batterie. J'ai oublié de le charger. Là, c'est ma faute. On ne va pas dire que le téléphone ne marche pas ou il était cassé. J'ai oublié de le charger. C'est normal qu'il ne marche pas. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je veux boire un café. J'ai oublié de brancher la cafetière. Là, c'est pas la cafetière qui ne marche pas. Je ne l'ai pas branchée, donc c'est une erreur. Ça vient de lui-même. Donc voilà la différence entre une défaillance, un défaut et une erreur. Je vais vous donner des exemples. L'exemple justement du café. La cafetière, elle ne marche plus. Elle ne s'allume pas. On va se demander pourquoi. Première chose, la cafetière n'est pas branchée. À votre avis, est-ce que c'est une défaillance, défaut ou une erreur? Là, ça, s'il n'y a pas de courant, c'est pas un défaut, c'est une erreur. C'est une erreur humaine. J'ai oublié de la brancher. Maintenant, je branche. Par magie, la cafetière, elle fonctionne. Maintenant, j'appuie sur l'interrupteur, il est cassé. Là, c'est pas une erreur humaine du coup. Là, ça serait un défaut de conception ou bien une usure.
En tout cas, là, c'est un défaut du coup. N'oubliez pas donc qu'une erreur humaine, ça mène à un défaut. Et les causes, ça peut être une méprise, une erreur ou un besoin mal compris. Tandis qu'une défaillance ou une panne, ça vient de l'événement. Soit le produit ne répond pas, ça vient de l'environnement, pardon. Soit le produit ne répond pas aux exigences, spécifications ou cahier de charge, soit il y a une maintenance à faire du produit qui ne fonctionne plus. Soit les nouvelles fonctionnalités qui ont été créées, par exemple sur mon smartphone, ben du coup, elles ont fait bugger le smartphone. Alors que c'est des nouvelles fonctionnalités. Elles ont fait bugger d'autres fonctionnalités. Par exemple, dans mon smartphone, avant, j'avais pas de réveil. On a créé un réveil. Conséquence, l'horaire sur mon téléphone, elle est faussée. J'arrive pas à la changer. Là, c'est pas une erreur. C'est un défaut du smartphone. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner à la chaîne Le Monde du Test pour ne pas rater la prochaine vidéo et accrocher les cloches. Activez les cloches. Merci.